Ok Fred, et du coup tu as parlé, tu as soulevé un point intéressant où tu as comparé du coup l'homme et la machine, et ça peut nous amener sur un autre sujet important je pense dans le bilan, parce que c'est un sujet à débat, c'est du coup la place de l'imagerie et l'importance qu'on lui donne dans le bilan. C'est quoi vous votre opinion sur l'utilisation de l'imagerie pour le bilan kiné? Vas-y Bah, Fred. euh, en fait, on en revient toujours à ce qu'on discutait un peu plus tôt. Euh, L'imagerie doit être corrélée à la clinique. Ça, c'est le premier. Enfin, c'est le point essentiel. Parce que tu peux avoir plein de lésions, quelles qu'elles soient. Si ça ne correspond pas à la clinique de la personne, bah, l'imagerie n'a aucune aide ici. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle peut nous aider à compléter notre bilan, c'est-à-dire que si, par exemple, on hésite entre deux ou trois points qui correspondent à la clinique de la personne, elles peuvent nous aider à mieux choisir une direction. La troisième chose, c'est d'un point de vue éducationnel, bah, elles peuvent nous aider dans notre discours et dans nos explications à expliquer à la personne ce qu'elle a à partir du moment où l'image est en accord avec justement la clinique. Quatrième point, c'est un aspect financier, c'est que la sécurité sociale, elle cherche un peu partout à faire des économies. Et donc, on en revient à la fameuse question du triage. C'est en rapport, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de faire un bilan correct, pertinent, et que on a besoin seulement dans un second temps d'une image, parce qu'on n'est pas sûr, ou qu'on a besoin pour compléter notre bilan, alors là, c'est positif. Par contre, si on va systématiquement chez le médecin pour faire une écho ou des échos de contrôle, des radios de contrôle, etc., qui n'ont pas de sens au final, derrière sur la rééducation, bah déjà, c'est des sous perdus. Et en plus, ça peut entraîner un effet un petit peu nocebo chez le patient. Ulrich, t'as un avis? Euh, alors, Première chose, pour moi, déjà, ça recoupe beaucoup ce que Fred a dit et ça recoupe aussi ce qu'on a déjà dit avant. C'est par rapport au fait de un peu cette paresse intellectuelle de se dire on va tout miser sur l'examen complémentaire. Donc j'insiste sur le complémentaire, quelque chose qui vient compléter quelque chose de base qui est déjà assez solide. C'est comme vouloir faire des régimes en ne misant que sur les compléments alimentaires alors qu'au départ, le régime de base, il est même pas correct. Donc je pense pas que Bam! Il l'a placé! donc, je ne pense pas que ce soit la chose la plus efficiente à développer. Alors, moi, personnellement, la première chose, c'est pour enlever les red flags, les gros red flags. Fracture, trait de fracture, si c'est au niveau de la colonne, ça peut être très, très important. On a un cas d'un kiné, je ne sais plus, l'histoire qui est ressortie il y a quelques années, qui est allé faire une manipulation ostéopathique sans vérifier la personne qui avait un coup de lapin quelques jours plus tôt. Et il s'avère qu'il y avait une fracture non déplacée. Et en faisant sa manœuvre ostéopathique, la personne, le kiné est venu en fait déplacer la fracture et section de la moelle épinière et tétraplégie. Ça, il Pas suffit dingue. juste de regarder une radio. C'était passé, je crois, à Lille, quelque part à Lille, un truc comme ça. Donc, du coup, pour moi, c'est enlever les gros red flags. Je prends le cas des critères on cite souvent pour la cheville, les critères d'Ottawa. Effectivement, ça va venir confirmer une suspicion d'une fracture, de la malléole, la base du cinquième métatarsien, tout ça. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, moi, je présente très, très peu d'études en première séance, en bilan chez les patients. Mais il y a quelques-unes quand même que je présente et une des études, c'était en 2015, études anglaises, je n'ai plus la référence, mais je peux la fournir, où on a demandé à plusieurs patients de 18 ans à 80, 70 ans, bref, on demandait de venir faire une imagerie, tout simplement IRM, sur des patients asymptomatiques, j'insiste dessus, asymptomatiques. Et j'ai un chiffre en tête, un exemple, on voit des discopathies à l'âge de 30-40 ans chez plus de 50% des patients asymptomatiques. Donc, bien dire aux patients, voilà, c'est la seule étude, une des rares études que je montre aux patients pour dire, voilà, il y a une imagerie, c'est important, mais ce n'est pas le plus important parce qu'on peut avoir des faux positifs si on regarde que l'image. Et je dis toujours, et ça c'est une phrase qui est connue, on ne soigne pas une image, on soigne une personne qui a des symptômes. Donc ça c'est hyper important. Le problème c'est que beaucoup de patients vont passer d'abord chez le médecin, qui normalement devrait faire un bilan initial, et ils vont miser un peu trop dessus sur ce bilan complémentaire-là. Et du coup, c'est à nous, quelque part, de venir un peu rétablir la vérité en disant, il ne faut pas juste compter là-dessus. Donc, ça peut aussi avoir, comme il a dit Fred, un effet nocebo en mettant un peu trop d'importance là-dessus. Donc, oui, je regarde, mais je regarde ça en dernier lieu. Dans mon bilan à moi, je regarde ça qu'au dernier moment. Et ça vient déjà, moi, appuyer une hypothèse, mais la plupart du temps.
Parfois, même souvent, ça ne correspond pas du tout. Oui, on remarque qu'il y a une discopathie en L1, L2, L3, mais sauf que la personne a mal en L5, L5. Qu'est-ce que j'en conclus? Ben, j'en conclus que les signes que le patient me rapporte sont plus importants que l'imagerie. Aussi simple que D'accord. ça. Ok. Et d'ailleurs, je crois, Fred, il pourra peut-être confirmer ou infirmer, mais euh, sur l'épaule, il y avait aussi une étude qui a été faite comme ça, japonaise, sur les lésions de la coiffe, où ils avaient questionné des patients asymptomatiques. Alors, passé un certain âge, je crois que c'était pareil, 40 ans, et je crois que ça faisait 55% d'asymptomatiques vivaient avec une lésion, une rupture de la coiffe, donc sans douleur. Donc là encore, c'était. En gros, ça varie d'une étude à l'autre, mais en gros, après 40-45 ans, sur la coiffe des rotateurs, tu es entre 60 et 70% de lésions asymptomatiques. Ouais. Bah, on peut aussi le voir chez les lanceurs. C'était sur Et ceux qui font du baseball, les pitchers qui font le baseball. Bah, la plupart, assez jeunes finalement, ils ont tous des lésions labrales, je pense, dues au mouvement répétitif et compagnie en rotation externe. C'est pour ça qu'on pense même que c'est une adaptation en fait du système par rapport au mouvement spécifique qu'est le lancer dans le baseball. Mais la plupart sont asymptomatiques. Pourtant, ils ont presque tous des lésions labrales. Donc, à toujours mettre en place par rapport au contexte du Ouais, bien sportif. sûr. par exemple, tu vois, il y a une population qui est très spécifique, c'est les paraplégiques. Ouais. Ils utilisent beaucoup plus ils utilisent à 100% le membre supérieur qui n'est pas fait pour ça. Et c'est simple, tu prends les paraplégiques à 50 ans, 100% ont des lésions de la coiffe. 100%. Ça ne veut pas dire que 100% des paraplégiques ont des douleurs aux épaules. Ça, c'est le point. Si on prend par exemple aussi ceux qui font de l'aviron, par exemple, tu leur fais une IRM, par rapport au pourcentage de la population classique, il y a une prévalence énorme, une incidence énorme des staplésions, donc des formations de la longue portion du biceps. Mais en fait, c'est simple. Leur sport, ils utilisent le biceps en permanence Hmm. sur des distances phénoménales, sur un volume hebdomadaire, Colossal, mensuel, ouais. annuel colossal. À un moment donné, si la longue portion du biceps, elle tire 10 000 fois dessus sur l'insertion, c'est normal qu'il y ait des Hmm. formations tissulaires. Et c'est pour ça que j'en reviens, il faut corréler l'image toujours à la clinique. Et Sûr. l'image, elle est, on va dire, secondaire, complémentaire et non obligatoire. D'accord? Et comme l'a dit Ulrich, si image il y a, et ça, à mon sens, on dira tous la même chose, on ne regarde que à la fin du bilan. Voilà, c'était ça ma question. J'allais y venir. Vous, du coup, quand le patient arrive pour le bilan, il arrive avec son ordonnance du médecin, il arrive avec son dossier. Souvent, ça me fait assez rire. Ils arrivent avec une pile énorme de dossiers parce qu'ils ont fait tous les examens complémentaires qui puissent exister. Et donc, vous faites votre bilan kiné enfin, que vous avez quasiment, enfin, que vous avez bien développé avant dans le podcast. Et à la fin seulement, vous regardez les images pour savoir ce que ça donne. Alors, Ouais. moi, j'ai même un petit jeu. Je m'amuse même à deviner ce qui va être écrit dans les bilans. Voilà. D'accord. Ouais. Parce que c'est rien contre ceux qui font les radios, les IRM et compagnie. Sauf qu'il y a certaines choses qui reviennent souvent. Oui, alors discopathie. Mais est-ce anormal de trouver une discopathie ou de l'arthrose zygapophysaire chez un patient qui a 50-60 ans? Non, c'est normal. Donc, quelque part, on le note. Je ne sais pas, peut-être pour donner un peu de mâche au contenu, je ne sais pas. Mais le patient, lui, il va mettre tous ces symptômes, ces signes cliniques, là, justement, dans ce truc Hmm. qui est tout à fait normal. Et je prends l'exemple, ben, c'est comme les rides. On aura tous des rides tôt ou tard. Il y en a qui ont plus précocement, d'autres un peu plus tard. Ça dépend des facteurs environnementaux. Est-ce que c'est au soleil ou pas? Donc ça prend en compte vraiment dans sa globalité. Et du coup, moi, je m'amuse à deviner des choses comme ça. Ils aiment bien revenir avec des scolioses, des convexes et compagnie que tout le monde a plus ou moins. Je n'ai pas vu de colonne encore droite depuis que je suis kiné. Du coup, moi, je m'amuse quelque part à faire ça. Quelque part, ça me crédibilise aussi un peu plus. Le patient me dit Bien sûr. quelque part, Sauf ah, si tu voilà, te rates. voilà, sauf si je me rate. Mais généralement, on dirait, à 50 ans, il va écrire discopathie, scoliose dextroconvexe, avec arthrose un tout petit peu. J'ai beaucoup de chances de ne pas me rater. Ouais, c'est vrai. Et voilà, du coup, quelque part, si mon bilan a été bien mené, avec mes hypothèses. Naturellement, moi, je tiens aussi à le dire, je dis, attention, tout ce que je fais n'est pas sûr à 100%. D'accord? Il n'y a aucun test qui est sûr à 100%. Mais par contre, on va multiplier un tout petit peu les différents tests pour se rapprocher au maximum de ce 100%-là. Et du coup, généralement, on retrouve après le bilan. On retrouve après comment dire, plutôt les résultats par rapport à l'imagerie. Et même souvent, on fait un bilan, on demande, le patient me dit, oui, mais je dois faire un IRM. L'IRM, c'est dans 1 ou 2 mois. Alors, qu'est-ce que je fais alors? Si je prends en compte que le Ouais, bilan, j'attends ou pas? si je prends en compte que les examens complémentaires, je devrais attendre alors pendant 1 ou 2 mois? Non, on fait le bilan, on commence la rééducation, et parfois même le bilan, ben, finalement, l'examen complémentaire, le patient va dire, ben, écoutez, je l'ai annulé parce que finalement, c'était plus la peine de le faire. Hmm.
Donc, entre les signes cliniques, les symptômes, le patient reconnaît, le temps de prendre le rendez-vous chez le médecin, chez le kiné, l'IRM, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est dans 2, 3 mois, voire pour certains 4, 5 mois, euh, il s'est déjà passé plein de choses. Qu'est-ce qui me dit encore que l'examen complémentaire que j'ai fait 5 mois plus tard est encore en rapport avec la symptomatologie que j'ai eue il y a 5 mois avant? Donc, apprendre avec vraiment des pincettes. Après, Ouais, ouais, il vas-y, y a, Fred. il y a une étude qui est vraiment sympa aussi. C'était sur les tendinopathies d'Achille de mémoire. Ils avaient fait des IRM sur un grand nombre de personnes ils avaient fait une écho sur le tendon. Et en fait, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? C'est que le niveau de douleur n'était pas corrélé au niveau de l'intensité de la lésion. Tu peux avoir des grosses lésions et quasiment pas de douleur, des toutes petites lésions et des grosses douleurs. Donc en fait, déjà, ça décrédibilise un tout petit peu l'imagerie. C'est que pas forcément, ça va même la pertinence, on va dire, de l'imagerie, elle n'est pas forcément corrélée à la symptomatique du patient, ou du moins sur l'intensité de la symptomatique du patient. Donc ça, c'est le premier point à se souvenir. Pareil, si on reprend un autre exemple sur les tendinopathies, on sait que globalement, après 35-40 ans, ce qu'on appelle le turnover du collagène, donc le turnover du collagène, c'est le renouvellement, la capacité, on va dire, de renouvellement du collagène au sein euh, du tendon de la lésion, on va dire, il est quasi nul ou il est très très lent ce turnover. Donc moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est vous pouvez refaire une échographie si vous voulez, mais il y aura toujours la même lésion du tendon dans 2, 3 mois, même si vous allez bien. Pourquoi? Parce que déjà, ça met très très longtemps, voire ça reste comme ça. Mais par contre, dans notre discours, on dit, OK, ça reste comme ça, mais on va quand même pouvoir vous soigner parce que on peut faire plein de choses. Au lieu de se concentrer sur la lésion, on va se concentrer sur ce qui va marcher, sur le tissu qui reste sain, sur les mouvements que l'on va pouvoir modifier, etc. Et après, bon, pour défendre un petit peu enfin, même si on les attaque pas, mais pour défendre un petit peu les radiologues, c'est-à-dire que eux, ils font ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils font un constat de la situation à l'instant T. S'il y a une discopathie, ils doivent marquer discopathie. Moi, j'ai jamais vu sur sur un rapport d'une écho, d'une radio, d'un IRM, qu'il y a marqué et la cause de la douleur. Ah Ils oui, font, oui. C'est pas le rôle, ça. ils font que un constat. Et si effectivement, alors peut-être que ça y est dans 100% de la population, mais s'il y a une discopathie, c'est aussi leur rôle de marquer discopathie. Ou s'il y a tendinopathie, c'est aussi leur rôle de marquer. On demande une écho, c'est pour savoir ce qu'il y a. Donc le rôle de l'échographe, ça reste quand même de marquer et d'indiquer ce qu'il y a. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que ce serait, on va dire, pragmatique qu'un dermatologue, lors d'un bilan, dise vous avez des rides quand vous avez 60 ans? Bah, si on lui demande de faire un bilan de la peau, il va bien falloir qu'il fasse un bilan de la peau. Tu vois? Non, oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est. Après, l'analyse derrière, l'interprétation est Oui. différente. Ok, je Voilà, vois. Non, mais c'est pas pareil. Lui, il donne, voilà, il dit, on lui demande de faire une photo à l'instant T, et qu'est-ce qu'il y a? Il fait la photo, il dit qu'est-ce qu'il y a. Après, mm, moi, à mon avis, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une bonne chose que le patient lise le rapport tout seul, juste après? Parce qu'après, on se fait tout de suite plein d'idées. Moi, j'ai plein de patients qui viennent me voir et qui me disent, j'ai vu marquer discopathie, j'ai vu marquer protusion, j'ai vu marquer hernie, et tout d'un coup, il y a un film qui s'est fait déjà entre cette ok. partie-là, sans que personne puisse, comment dire, nuancer les propos du Non, rapport. bah, parce que maintenant, quand ils font des examens, ils le distribuent sur des disquettes, avec des comptes rendus, avec des mots un peu compliqués. Ils ont des trucs épais comme ça. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? On va aller sur Google. Et sur Ouais. Google, tu vas tomber sur tout et n'importe quoi. Tu vas tomber Mm. sur des personnes qui vont se plaindre. Depuis que j'ai mal au dos, j'ai une hernie discale, j'arrive plus à marcher. Et voilà. Et donc, c'est la fin du monde. Donc, effet nocebo, c'est un peu plus compliqué. Mais tu as raison, il faut un geste technique. Le geste technique, c'est de devoir faire la radio, de devoir faire ce qu'on leur demande de faire. Il faut une interprétation sur ce qu'ils regardent. Mais après, on pourrait peut-être aussi revoir la façon de présenter certaines choses, tout Mhm. ça. Enfin, c'est juste par rapport à ça. Ouais, ouais. Fred, vas-y, t'avais un truc à dire. Après, enfin, c'est pas pour décrédibiliser, mais ils ont plus le temps. Ou ils prennent plus le temps aussi. Je sais pas l'un ou l'autre, parce que alors je connais pas les conditions financières des radiologues, mais en gros, là, c'est de l'abattage maintenant presque, hein. Et alors C'est-à-dire ça, que, on peut faire le constat sur plein de professions ouais, ouais, médicales, hein, mais ça explique et aussi, paramédicales. avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, quand j'avais fait des examens quand j'étais plus petit, souvent le radiologue, je le voyais. Ouais, En- ouais, il venait m'expliquer lui-même, ouais. Ouais. Ah oui, oui, Il n'y oui. a plus du tout ça, c'est-à-dire que maintenant, il y a les manips radio, et c'est les manips radio qui font l'intégralité pardon, des examens, et puis derrière,
il y a le radiologue qui vient plus tard ou qui vient 3 jours après et qui regarde rapidement et il dit et il donne les examens. Donc là, on n'est plus dans du soin, on est dans de la perf. ouais, de la Performance. Ouais. performance ou En même temps, c'est tout le en gros, on système. est devenu un Oui, numéro. Il n'y a plus ouais, d'humanité. C'est tout le système qui veut ça. Comme dit, il y a des délais énormissimes, les gens attendent hyper longtemps. Donc, quelque part, il faut faire un peu, il faut faire le chiffre, il faut faire le nombre. Donc, c'est pas, c'est rien contre les médecins ou les radiologues ou les manips, rien à voir. C'est que c'est tout un contexte qui fait que on va tendre vers ça. Et même malgré tous ces efforts-là, on voit quand même qu'il y a des attentes incroyables de Oui, ouais, formation. mais c'est aussi une faute du système de soins, c'est-à-dire que les médecins, et il y a des médecins qui font bien le boulot, mais c'est comme des kinés, il y a des bons kinés, il y a des mauvais kinés, il Bien y a des sûr. bons médecins, il y a des mauvais médecins. Et c'est juste que si tu es un médecin et que tu donnes à tort une IRM alors qu'il n'y en a pas besoin, bah, ça prend une Ah, place pour quelqu'un. Et mm, du coup, ça remet en exergue ce qu'on disait plus tôt, le triage. Le médecin généraliste, normalement, même s'il reste généraliste, il a une capacité, et c'est son boulot, hein, c'est c'est vraiment vrai. ça. Le médecin généraliste, ce n'est pas un spécialiste, mais par contre, il doit être bon dans le triage du patient. Le problème, c'est que déjà, les cours à la fac, c'est fac dépendant et c'est prof dépendant. Et si le prof il n'a pas actualisé son cours depuis 30 ans, c'est compliqué. Et deuxièmement, en fait, c'est compliqué. Là, on rentre dans du système de soins. mhm. C'est que les médecins généralistes, ils sont quand même mal payés. Donc, ça devient aussi un abattage. Ils prennent moins le temps. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est même pas que le médecin généraliste, hein, même au niveau de l'hôpital. Combien de fois j'ai eu des Oui, patients qui sont allés pour une entorse de cheville, je pense par exemple au judo au Krebs, entorse de cheville, il va aux urgences, j'ai mal. Et donc, il y a des critères qu'on connaît tous, les critères d'Ottawa, Ottawa. voilà, qu'on devrait respecter. Mais combien font vraiment ça ou savent le faire? Peut-être parce qu'au niveau de la formation, comme Fred l'a souligné, peut-être que c'est, comme dit, c'est fac dépendant. Écoutez, c'est simple, on va vous plâtrer. Voilà, on vous plâtrerait au petit bonheur la chance. Combien de fois ça m'est déjà arrivé? Mais pourquoi on vous a plâtré? Ah, mais parce qu'ils ont dit, voilà, il y a une entorse, comme ça a bien gonflé, on met le plâtre par précaution. Alors qu'il y a des critères simples, ça prend, allez, 30, allez, une minute à mettre en place. Mm. Et s'il y a une suspicion, on va éventuellement plâtrer. Là, non, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir immobiliser les articulations qui n'ont rien demandé, à tort et à travers. On va venir atrophier les muscles et après, derrière, on doit encore cravacher pour récupérer tout ça. Donc, c'est même pas que la kiné ou c'est pas le médecin, c'est tout un système qu'il faudrait aussi revoir. Bon, après, on n'est pas là pour faire les Non, justiciers. non, on fera un podcast exprès sur le système, mais moi, c'est et vrai que le concept du on est mal payé, donc on fait moins bien notre boulot, ça me tend légèrement. Ça me tend légèrement parce qu'on est quand même alors après, on peut trouver toutes les explications, dire que moi, ma Oui, situation est plus facile, que d'autres est plus oui, non. difficile, j'entends, hein, c'est pas ça. Mais déjà, moi, ma situation, elle n'a pas été toujours facile, enfin, je veux dire, il a fallu la créer. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est quand même dans un domaine où on gère de la santé humaine. Et justifier un travail de mauvaise qualité par on est mal payé, d'ailleurs, il faut revoir ce que c'est mal payé, mais dire on est mal payé, du coup, je fais moins bien mon travail et tant pis pour la santé du gars, moi, ça me Ça, tend un peu. oui, je Ça- comprends. Ça peut être le sujet d'un autre podcast, hein, parce que ça ouais, va être ça, compliqué là. ça, c'est un truc qui me. Ça va être long, hein. Ouais, vas-y, Fred. j'ai une On question pour finit, toi, finit. Val. Fred, ta phrase finit ce sujet-là, alors fais gaffe. Ouais, j'ai une question pour toi, Val. Ouais. Tu sais combien ça coûte une IRM? Combien ça coûte une IRM? J'en ai aucune idée. Alors, ça dépend les zones, mais ça peut aller globalement de 300-400 € jusqu'à 800 €. 600 la moyenne, ouais. 600 la Oui, moyenne. mais bon, ça, c'est pour la sécurité sociale, quoi. Il y a Non, mais aucun. c'est Ouais. pour pour les auditeurs qui Ouais. ne connaissent Ah oui, pas. oui, qui se rendent pas compte que quand ils font faire un IRM, c'est ça que ça coûte à la Ah société. Ouais, 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 bien sûr. justement, et c'est pour ça que c'est pas anodin de savoir trier, parce que déjà, ça ferait faire énormément d'économies, Mhm. de un. De deux, ça éviterait cet aspect nocebo. Mm. Et de trois, comme l'a dit Ulrich, ça devrait être réservé globalement, soit parce qu'on a un doute, soit parce qu'il y a des red flags. C'est Ok. ça. Bon, et du coup, la question qui me vient à l'esprit derrière, c'est qu'est-ce qu'on dit aux patients vous, quand on fait le bilan? Puisque, bon, évidemment, alors il arrive parfois que, surtout dans le milieu du sport, les patients sont un petit peu mieux informés que la population générale sur le corps humain. Donc, des fois, ça facilite ou ça complexifie la discussion. Exactement ça. Mais comment vous gérez le degré d'explication, le niveau d'explication que vous donnez au patient sur qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'on va faire?
comment ça peut se passer, le positif, le négatif, etc. Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous lui en dites le moins possible, le plus possible? Est-ce que vous, vous jugez en fonction de, vous voyez s'il a envie de savoir ou pas, s'il est intéressé ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui veulent juste être soignées. Ils n'ont rien à faire de savoir ce qui se passe, comment, pourquoi. Ils veulent juste plus avoir mal. Vous le gérez comment? Vas-y, Ulrich. Alors, moi j'ai un défaut, je parle trop. On a pu se rendre compte Ouais, que on fait des podcasts de 2 heures depuis que tu es là. voilà, je parle beaucoup. Et donc, alors ça, c'est, je pense que il y a pas, j'ai pas eu de cours, en tout cas, comment gérer ça, ou très très peu. Ou alors j'y étais pas. Non, non, c'est purement thérapeute dépendant et patient dépendant. Ça dépend du patient. Il y en a qui veulent beaucoup de données, il y en a qui ne veulent pas. Et ça, c'est le curseur est très difficile pour ma part, même 14 ans plus tard après le diplôme, à placer. Moi, j'essaie de faire ce que moi, j'aurais aimé qu'on me fasse à moi, en tant que Mhm. patient. Mais ça, c'est Ulrich qui aurait aimé faire ça. C'est-à-dire, moi, je veux qu'on m'explique tout. Je veux comprendre pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut m'arriver ou ne pas m'arriver, tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Alors, j'essaie de limiter les informations à la maison par rapport aux exercices à faire. Je ne donne que deux ou trois, pas plus, sinon c'est trop d'infos. Ça, c'est un peu compliqué. Mais une fois de plus, comme tu l'as bien dit en introduction de ta question, ça dépend du patient. Les sportifs, généralement, ils ont besoin de beaucoup de feedback parce que finalement, c'est pas méchant, c'est entre guillemets un peu les plus fragiles. Voilà, Mhm. dans le sens où ils ont besoin pour leur progression, ils ont besoin d'être vraiment chouchoutés, maternés. Et puis, il faut le faire parce que eux, très très vite, ils vont prendre la tangente et ils vont faire plus que ce qu'on leur a demandé. Donc, vraiment, honnêtement, pour moi, c'est du feeling. J'ai pas vraiment de code préétabli. Une personne qui a 60 ans, qui a mal au dos, je vais pas non plus lui donner toutes les raisons et compagnie. Mais un jeune sportif qui me dit, j'arrive pas à faire un squat parce que j'ai mal au dos quand je fais ça, ça, ça. Là, je vais donner beaucoup d'éléments et voilà. Donc, c'est vraiment par rapport au patient qu'il y a devant moi, mais je sais que j'ai, pour défaut, parfois peut-être de trop à expliquer. Ça peut être comme une qualité, comme un défaut. Ça Mhm. dépend comment, Ça dépend bref. du patient, quoi. Ouais. Fred, tu en penses quoi, toi? Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Oh, punaise. Euh, Allez, euh, c'est parti. Bon, allez, on va faire un café. non, mais au global, euh, je suis un peu d'avis sur cette notion de feeling d'Ulrich. Mais je pense qu'on pourrait être plus précis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un post sur la pensée critique. Ouais. Euh, et il y a un truc que j'aime bien dedans et que j'essaie d'appliquer, c'est par rapport entre celui qui parle et l'interlocuteur, c'est-à-dire essayer de cerner qui on a en face de nous. On en revient à qui est l'humain qui est en face de nous. Pas évident. C'est pas évident, ça peut prendre quelques séances, mais pour bien expliquer finalement, mais une fois qu'on arrive à cerner la personne qui est face à nous, on est normalement apte à plus ou moins adapter le discours par rapport à l'interlocuteur. Et j'aimais bien la phrase là dans le post que j'avais donné. Bon, c'est extrême, mais on ne parle pas physique avec un prix Nobel de physique de la même façon qu'avec un gars qui est en licence de physique de première année ou qu'avec un enfant, tu vois. C'est en fonction de l'interlocuteur qui est en face de nous, ben, on adapte le discours. Et par rapport aussi, je pense, je ne sais plus si on l'avait dit au début du podcast, par rapport aux attentes du patient de ce bilan, il va peut-être nous exprimer aussi une demande de pourquoi il a mal, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il est là, etc. Donc, par rapport à tout ça, ça va permettre déjà de driver le discours, je pense, savoir qui on a en face de nous, euh, quel est son background, etc., et ses attentes vis-à-vis de nous. Donc ça, je pense que ça a de l'importance pour tout simplement adapter notre discours vis-à-vis de la personne. Ben, c'est ce qui fait ce qu'on appelle l'expérience. Hein, Mhm. quelque chose qu'on peut pas vraiment quantifier. Il n'y a pas vraiment de nom pour quantifier l'expérience. C'est ça ce qui fait aussi partie de l'EBP, hein, donc l'expérience du thérapeute. Ben, c'est un peu l'histoire c'est pas les bronzés, c'est pas les nuls, c'est ceux qui ont fait les trois frères. Bref, c'est Les quoi un bon inconnus. chasseur? Les inconnus, exactement. C'est quoi un bon chasseur? Voilà. Pourquoi il y a un qui va faire la même chose, mais il va faire mieux? Pourquoi lui, quand il pêche, il va mieux pêcher que moi alors qu'on a le même matos? Il y a l'expérience. L'expérience, ça joue avec ça. Et parfois, on se latte, et je me suis latté. Et j'ai un exemple, je vais être le plus neutre possible. J'ai un exemple d'un patient avec Fred, on suit ensemble, qui, on a eu le même discours, on va dire, avec un peu tout le monde, mais ça n'a pas du tout eu les mêmes répercussions sur lui. Lui, il a pensé, c'est bon, je ne pourrai plus travailler, je vais arrêter. Euh, je ne veux pas en trop en dire parce que potentiellement, il peut écouter ces podcasts. Mais voilà, pour dire que ça a eu des répercussions euh, qui auraient pu être vraiment graves, vraiment. Sans rentrer dans les détails, qui auraient pu être graves. Et même avec Fred, après, on s'est revu un peu derrière comme ça. On se dit, mais Fred, mais qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on a dit de plus ou de moins que les autres fois?
pour que chez cette personne-là, ça a eu une influence aussi importante et une réponse d'une ampleur qu'on ne pouvait pas imaginer. Waouh. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, c'est arrivé rarement, heureusement, ce genre de situation. Mais ça peut arriver, il faut pouvoir gérer. Et là, on revoit le discours. On se remet en question. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Moi, à titre personnel, je me rappelle au tout début, j'ai commencé, j'avais une patiente, c'est une histoire que je raconte souvent à mes patients, une patiente qui était venue pour un problème cervicalgie. Et moi, je commence naturellement, oui, pouvez-vous dénuder parce que je vais voir vos cervicales. Ah non, vous ne pouvez pas. Je dis, écoutez, madame, vous venez voir pour un problème au niveau cervical et vous ne voulez pas que je vois votre cou, comment on fait Et du coup, moi, sur le coup, ça m'avait énervé, ça m'avait vexé. Je dis, bon, vous voulez vous mettre perdre du temps et je vais vous faire perdre du temps. Et en plus, vous perdez le vôtre et compagnie. Et en rentrant chez moi, j'en parle avec ma compagne qui me dit, mais Ulrich, je ne sais pas ce qu'elle a vécu cette dame. Ce qui aurait été bien, c'était de demander, mais qu'est-ce qui vous pousse à ne pas vous dénuder au niveau de la région cervicale, ce qui n'est pas le paroxysme du nudisme. Hein. Mais tu n'as pas posé la question pourquoi elle ne voudrait pas. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, je n'ai même pas demandé une seule fois pourquoi elle ne voulait pas. Je me suis braqué tout de suite. Et la fois d'après, on m'a parlé, je l'ai écouté, je suis désolé, c'était un peu virulent la fois d'avant. Voilà, on fait comme vous voulez, comme vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous prenez votre temps. Voilà, moi, la séance, elle va être faite, mais c'est à vous de voir. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on va aller dans le temps. Elle m'a jamais raconté pourquoi elle n'a pas voulu lors de la première séance, mais les séances d'après, ça s'est très bien passé. On a plus après 3 séances pour que je puisse faire le bilan, donc au niveau de la TMO, au niveau cervical. Et à la fin, elle m'a dit, écoutez, vous savez quoi? Euh, Rarement, il y a des hommes qui vont toucher cette région, même mon mari au début, il n'avait pas le droit. Mais ça c'est l'expérience. Maintenant, je fais attention. Quand j'ai un refus, c'est rare, heureusement, mais quand j'ai un refus, ben, je vais plus me braquer et dire, mais non, attendez, vous venez voir un kiné, vous voulez pas que je vous ausculte, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est demander, ok, il n'y a pas de problème, mais dites-moi si ça vous dérange. Est-ce qu'il y a une raison à cela que je peux, moi, modifier à mon égard? Sinon, on prendra le temps qu'on prendra. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école, qu'on n'apprend pas à l'école. On ne peut pas voir toutes les situations imaginables possibles. C'est hyper, hyper compliqué. Et donc, ça fait l'expérience. Je vais sûrement me latter encore quelques fois, mais il n'y a pas de perfection. Donc, Non, mais C'est c'est bien de important. partager un truc, un espèce d'échec qui t'a appris de choses. C'est bien que aussi de casser cette image de perfection qu'on a sur les podcasts, sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tout le monde réussit tout le temps. j'ai raté plein de bilans. Plein. Je Donc vais en c'est rater bien encore. C'est comme c'est ça. bien aussi d'avoir à quelque part le courage de dire, de parler d'un échec. Moi, c'est aussi pour ça que j'apprécie de parler avec vous. Vas-y, Fred, tu voulais enchaîner? C'est important ce que Rick a dit parce que, en fait, moi, ça pourrait dévier un peu du podcast, mais c'est quand même, à mon sens, hyper important. C'est que, alors, moi, j'ai eu essentiellement, c'est que féminin à chaque fois, le cas. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, en fait, plus qu'on pense, de personnes qui ont eu des problèmes de viol, d'attouchement, etc. Mais vraiment plus que ce que l'on pense. Parce que au final, bon après, tu le sais, Val, moi enfin, je fais encore enfin, je fais beaucoup de bilans à distance, mais en présentiel, beaucoup moins parce que j'ai tout simplement beaucoup de monde Choix de qui pratique, t'as pas justifié, choix de pratique. oui. Et en fait, du coup, je m'entends plutôt très bien avec tout le monde. Donc, au bout d'un moment, les personnes, on discute de tout et de rien. Et parfois, on arrive à ce genre Mhm. de discours. Et en fait, on se rend compte que, OK, il y en a beaucoup qui ont souffert de ça. Et il y a une de mes patientes bon, qui a subi des choses assez importantes. Et là, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a quelques semaines, elle m'avait dit, tu sais que tu es, je pense, le seul homme qui a le droit de me toucher. Mhm. Et C'est dur, ça, ça. ouais, ça, bah, déjà, c'est pas que ça fait plaisir, c'est que ça veut dire que Et une confiance. enfin, en toute modestie, je pense que l'approche du coup, elle est bonne. Et et c'est ce que dit Ulrich, c'est qu'on peut se planter parce qu'on ne connaît pas le vécu de la personne. Et c'est pas quelque chose qu'on a écrit sur le front. Et si parfois la personne, elle peut avoir du premier abord un aspect de rejet ou même d'être froide, c'est que peut-être de manière sous-jacente, il y a des choses qui peuvent être compliquées personnellement. Et il faut aussi parfois du temps pour que la personne, elle se livre ou du moins elle vous dise qu'il y a quelque chose qui n'aille pas. Et Mhm. du coup, il faut en tenir compte. Et ça aussi, cette approche du discours, on en revient sur cette sphère psychosociale, ça a des gros impacts cliniques Bien et, sûr. euh, et thérapeutiques derrière, quoi. Donc, non, on ne Non, se mais rend pas compte. On se rend pas là, compte. Les gens, vas-y, déshabillez-vous, Ulrich, vas-y. déshabillez-vous, déshabillez-vous, faites ça, mettez-vous là, là. Mais en fait, on ne se rend pas compte que ça peut être, en fait, quelque part, entre guillemets, hyper violent pour la personne. Je ne connais pas ce monsieur.
hein, ce barbu avec ses lunettes et sa calvitie naissante. Voilà, je ne connais pas ce monsieur. Et lui, il me demande comme ça me paraît tout à fait naturel, normal, mais pour la Ouais. personne, pas. On ne sait pas. Donc, ça, c'est ce discours aussi adapté, mais c'est très difficile. Honnêtement, c'est hyper compliqué. Euh, Parfois, on le sent bien, parfois, on le sent pas. Ça s'est déjà arrivé qu'il y a eu des petites embrouilles parce que les attentes n'étaient pas les mêmes. Ben, ça fait partie de la vie d'un cabinet. Ça fait partie du bilan. Parfois, le bilan, ben, ça m'est déjà arrivé souvent, le bilan ne se fait pas tout la première séance. OK, je n'ai plus que sortir telle information le premier jour. Ben, le bilan va se construire sur deux, trois séances, voire même quatre séances. Alors, Mhm. je ne- au début, je pensais que c'était une perte de temps fougueux, je sors de l'école, je vais tout faire en une fois, Ulrich est le meilleur kiné du monde. Mais en fait, avec un peu de recul, ben en fait, ça va se construire même jusqu'à la dernière séance. Le bilan, c'est un peu effectué. Donc, c'est un peu une ouverture sur les bilans intermédiaires. Mhm. Et parfois, ça m'arrive aussi, ah, je ne me rappelle pas du test. Le test, ou alors je ne l'ai pas bien fait. Alors, j'ai la chance de travailler avec des collègues qui sont assez disponibles. Donc, Fred, on a quelques passions en commun. Oui, Fred, j'ai fait ça, ça, ça. Est-ce que tu as fait ça? Ah non. Et la technique, tu l'as fait comment en plus en rotation avec les... Ah, j'ai oublié. Ben, c'est pas grave. Alors, le but, ce n'est pas de le faire sentir au patient que je ne maîtrise pas la chose, que je ne sais pas maîtriser la chose. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, la dernière fois, on a fait le bilan. J'ai pensé encore à quelque chose d'autre. J'ai oublié ou j'ai oublié cette technique. Écoutez, j'aimerais qu'on revienne dessus pour voir ce que ça donne et compagnie. Je n'ai pas dit que j'ai raté la technique. J'ai dit, voilà, j'ai pensé à un truc. Ça donne aussi cette impression, c'est un peu un jeu de bonimenteur, hein. J'ai cette impression qu'il a encore pensé à mon problème, et c'est souvent le cas. Il a pensé encore à mon problème. Après, il y a une confiance qui se met en place, et cette confiance, elle est primordiale dans la prise en charge. Donc oui, le bilan, c'est pas figé, ça bouge, il faut faire en fonction des personnes qui sont face ou pas, et c'est compliqué. Et tu vois, là, moi, je vais conclure sur le sujet, mais l'histoire du fait de demander à quelqu'un de se déshabiller, c'est la première chose qui m'a marqué, moi, en école de kiné. Alors, je ne sais pas si vous, ça se passait de la même manière, mais c'est-à-dire que nous, tous les cours, tout le monde devait forcément se déshabiller, donc tout le monde est en Mhm, sous-vêtements, et c'est absolument. pas une question, c'est une obligation. Et je veux dire, c'est pas quelque chose où tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec son corps, Bien tout le monde n'a sûr. pas forcément envie de se montrer en sous-vêtements. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Et je sais pas si. Alors, c'est toujours pareil, quand tu es élève dans une. Par rapport à la hiérarchie, tu n'oses pas forcément dire quoi que ce soit par peur de représailles. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas si tes travaux ont été faits, mais ça pourrait être un sujet de mémoire, ça. Tu vois, par exemple, de kiné. Quel est l'impact psychologique du fait de faire de devoir se déshabiller face au kiné? Moi, j'ai des personnes qui ont eu un impact un peu fou. Alors, je pense à des personnes qui ont des problèmes justement de leur image, Mhm. dans certaines personnes anorexiques et tout, on demande, mais vas-y, déshabille-toi devant le regard, expose-toi au regard de tout Devant ce monde, 30 personnes, quoi. devant C'est... 30 personnes, et c'est la même chose, même 30 personnes et une personne, c'est Ouais, déjà voilà, donc pendant le bilan, c'est pas évident. Donc je demande toujours. Et parfois même les personnes qui me connaissent, oh mais c'est bon Ulrich, on se connaît, il n'y a pas de problème. Oui, mais il faut que je demande. Et en plus, je pense que légalement parlant, on doit, comment dire, d'avoir le un consentement. consentement. Même le fait de juste dégrafer un soutif, même si la personne, on voit rien, elle est sur le ventre et compagnie, on se doit quand même de demander. Donc Mhm. c'est pas évident. Et, et là, on revient un petit peu, quelque part, à la phrase du clé de ce podcast, c'est que on soigne une personne, un être humain, ni une pathologie, ni une imagerie, ni une articulation, mais un être humain, et que du coup, il y a toute cette sphère biopsychosociale et tout ce que ça englobe qui doit être pris en compte. Et là, du coup, c'est maintenant l'heure de réussir à faire une conclusion sur ce podcast hyper riche. Qui se lance pour faire sa première conclusion? Fred, Allez, Fred. Fred, je Voilà, te laisse. Fred, tu as 3 minutes. ok. Je lance un chrono. C'est parti, Fred, tu as 3 minutes. Euh, ok. Du coup, si on reprend, on recontextualise, on est ici sur un podcast concernant le bilan. Le bilan, il est fondamental parce que tout simplement, ça permet de calibrer, si vous voulez, bah, qui j'ai en face de moi, les attentes, qu'est-ce que j'attends de lui, qu'est-ce qu'il attend de moi et vers quoi on va pouvoir aller. Et à partir de là, on doit développer justement des compétences de diagnostic, des compétences de triage, des compétences de communication, des compétences d'écoute. Et on n'en a pas parlé, ça pourrait faire, je pense, et ça serait la suite logique de ce podcast, des compétences de démonstration et de mise en application des traitements. Et vous avez vu Super. oh, la Une transition, oui. minute. Alors maintenant, on passe à Ulrich. Ulrich, tu as 30 minutes pour y arriver. Vas-y. c'est bien.
Non, mais alors, Fred a déjà tout dit, honnêtement, il a tout Non, mais est-ce que dit. tu as des choses à rajouter? Voilà, c'est. Non, non, comme il a dit, voilà, c'est fondamental, c'est primordial même, je dirais. On ne peut pas faire sans, je ne sais pas comment on peut y arriver sans. C'est la base. Un enfant qui se fait mal, qu'est-ce que tu as? Tu fais quand même un petit bilan. Tu ne vas pas juste venir mettre un pansement sans comprendre qu'il est tombé sur le coude et voilà. Ouais. Donc je pense que c'est quand même la base, qu'il faut prendre en compte un contexte, la personne en face, aussi les examens complémentaires, il ne faut pas non plus comment dire, il ne faut pas non plus les diaboliser, loin de là, mais il ne faut pas non plus faire ne penser qu'aux examens complémentaires et que c'est vraiment la base pour avoir un bon arbre décisionnel, voire en fait avoir une thérapeutique la plus rapide et la plus efficace possible. Donc, je sais pas, Fred a tout dit, voilà, Fred a tout dit. C'est Ok. rare, je veux le souligner, mais il a tout dit. Tu peux dire que je suis parfait, s'il te plaît. Comment? Tu peux dire que je suis parfait. Allez, on lui dit, Fred, t'es vraiment Allez. exceptionnel. Je pense qu'il est temps de boucler ce podcast. En tout cas, voilà. Bon, merci en tout cas à vous deux d'avoir pris tout ce temps pour parler de ce sujet qui est, à mon avis, fondamental. Je Ouais. pense que ça intéressera beaucoup de monde. En tout cas, tous les auditeurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à déjà mettre le 5 étoiles sur le podcast pour le soutenir. N'hésitez pas à le partager pour essayer d'augmenter sa visibilité et de commenter si vous avez des questions, si vous avez également forcément des aspects positifs pour nous encourager. Et il y en a certains également qui m'envoient des messages pour refaire des propositions de thèmes, etc. Donc n'hésitez pas. On est très ouvert là-dessus. Et du coup, vous deux, je vous dis rendez-vous mois prochain pour un Ça nouvel marche. épisode. Ça marche. Allez, ciao. Salut!